Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis auteur de bande dessinée, j'habite à Nantes, je fais des récits d'anticipation, du reportage et j'ai fait du polar. Et bonjour Benjamin Adam. Bonjour. On est ravis de te recevoir à double titre, même à triple titre. D'abord parce que certaines de tes planches sont présentées en ce moment même dans l'expo Plus loin la nouvelle science-fiction au musée de la BD d'Angoulême, notamment des planches de Soun et UOS, on aura l'occasion d'en reparler. On parlera aussi de Capital et idéologie que tu as dessiné. Et également parce que ta dernière actualité, si j'ose dire, c'est un nouveau titre sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Inland 6, Inland 6. Et d'abord, je vais poser une question un peu futile, mais explique-moi ce titre. Alors, ce titre, c'est une répétition d'un mot que je trouve très beau, qui décrit une étendue de glace au-dessus d'un continent. Donc c'est très différent de, par exemple, au pôle Nord, il n'y a pas d'Inland 10 puisqu'il n'y a pas de continent. Si j'ai doublé ce titre, c'est pour une raison qu'on découvrira dans le 2e tome de la bande dessinée. Et accessoirement, parce qu'il y a déjà une bande dessinée qui s'appelle Inland 10 tout court, et que de toute façon, c'était pas possible de la garder. Alors justement, si je résume un peu l'histoire, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, c'est une histoire un peu double, entre guillemets, on est en 2046, d'un côté on a 2 auteurs de BD envoyés justement en Antarctique pour croquer et raconter un projet de recherche scientifique, et de l'autre on a une jeune femme, Marie, qui habite à Nantes et qui pilote cette résidence à distance. Marie qui, suite à un choc, perd la mémoire au bout, je crois, de 56 heures, c'est-à-dire elle oublie ce qui s'est passé, elle doit donc tout noter sur un petit carnet pour essayer de conserver une forme de mémoire, avec, on l'a bien compris, en toile de fond, tout le bouleversement du monde qui se joue et pas mal de thématiques qu'on aura l'occasion de développer. Mais comment t'es venue cette trame d'histoire ? Elle est venue vraiment en plusieurs étapes. Le premier intérêt, ça a vraiment été le pôle Sud. J'ai entendu une émission de radio qui passait sur Radio France, qui détaillait les premières missions scientifiques en Antarctique, avec un récit qui est devenu presque le récit cadre de toute l'exploration moderne en Antarctique, qui est l'histoire de Claude Lorius, qui, en voyant les glaçons mis dans son verre de whisky de la fin de journée, aurait une intuition glorieuse, qui est de se dire, mais bon sang, les bulles d'air qui sont dans ce glaçon contiennent de l'air qui date du moment où la glace s'est formée. Outre cette histoire-là, ça racontait l'année géophysique internationale en 55-56 et toute cette épopée incroyable de la même façon que pour la conquête spatiale, j'avais été fasciné par une forme d'impréparation, presque de naïveté en fait des premières missions. J'ai ressenti le même genre de choses. Ils savaient rien de cet endroit. Ils y sont vraiment allés, je parle des premiers explorateurs, là, plus de Glorious, mais ils y sont vraiment allés d'abord en se disant que ça n'existait pas, puis pour choper de la graisse de phoque, et enfin en se disant juste, on va aller planter un drapeau en haut et on va le traverser. Et malgré tout, ils y allaient avec des chiens, avec des poneys des fois, avec cette forme d'aventure très 19e siècle qui est folle, vue d'aujourd'hui. Et qui a donc été la première accroche pour moi. J'ai passé un peu de temps à tourner autour du sujet, me renseigner, apprendre des choses, me dire que c'était génial, me dire aussi, même si ça a été démenti par la suite, que pour un dessinateur c'était quand même un super plan de dessiner la banquise, quoi. Je pensais à tort que c'était vraiment très simple, et voilà, j'avais tort. Et à ce moment-là, moi j'étais dans une période où pour la première fois depuis ma sortie de l'école, donc 2007-2021, quoi, un peu plus de 15 ans, j'étais entre 2 projets. J'avais déjà signé pour travailler sur l'adaptation de Capital et idéologie. On avait défini que je commencerais à toucher l'avance mensuellement. Tout ça était très cadré et en fait l'adaptation n'était pas prête. Claire Allais, avec qui je travaillais, avait encore besoin d'un peu de temps. Donc, chose incroyable pour un auteur de BD, je gagnais de l'argent pour ne pas faire de bande dessinée. Et je pensais prendre du temps, prendre du repos, prendre des vacances. J'ai entendu cette émission de radio, j'ai griffonné des trucs, j'ai commencé à faire des pages qui tournaient autour du fait d'être dans un désert de glace. Et d'impro en impro, j'ai monté un genre de début de récit qui est complètement retombé à plat. Et il a fallu que
je regarde par hasard un reportage sur l'histoire d'un homme qui a perdu une partie de sa mémoire, pour que je me dise, mais en fait, toute l'importance de la mémoire dans cette exploration, dans le carottage des glaces, dans tout ce côté archive du climat, pourrait complètement être contrebalancée par un responsable de résidence, ou une responsable, comme il s'est avéré que ça c'est devenu, qui elle-même aurait des problèmes de mémoire. Rapidement, en creusant un tout petit peu cette piste-là, je me suis rendu compte que s'il y avait un récit qui englobait l'autre, c'était plutôt le deuxième, quoi. Il faut dire aussi que derrière, il y a tout un tas, on parle de dérèglement climatique, on parle de dérèglement démocratique, et ces manifestations un peu mises en scène, ces hommages aux morts complètement instrumentalisés. Tu décris aussi une société qui démocratiquement va mal. C'est un dérèglement global, j'allais dire. Ouais, on peut le dire. Là, pour ça, il y a des... Je me suis pas dit dès le début, ah super, je vais faire de nouveau une histoire d'anticipation. J'avais pas spécialement... De toute façon, j'avais pas vraiment l'impression d'être en train de commencer à réfléchir à un projet. Pour moi, je faisais des pages. Au mieux, je me disais que j'en ferais un fanzine et puis que j'aurais pas complètement perdu mon temps, quoi. Et en fait, comme pour la gestion de l'Antarctique, il y a un traité qui existe, qui s'appelle donc le traité de l'Antarctique, qui définit que, pour des raisons évidentes de concorde entre les pays, il ne pouvait pas y avoir de prétention territoriale sur ce territoire et que il ne pouvait pas y avoir d'exploitation minière ni d'activité militaire. Et ce traité-là, il a une forme de clause de possible renégociation qui va arriver en 2048. J'avais cette date qui traînait et assez naturellement, ça m'a fait me demander, puisque moi, en tant qu'auteur, j'ai cette envie, en fait, de vulgarisation, mais aussi en tout cas, cette forme d'intérêt pour la sensibilisation scientifique, climatique. Ça m'intéresse en tant que personne, ça m'intéresse en tant qu'auteur. Et je me suis vu, moi, dans 20 ans, et je me suis demandé, est-ce que j'en serai encore là dans 20 ans ? Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps à faire cette chose-là sans qu'il se passe grand-chose, quoi. Et ça s'est installé petit à petit, cette envie de reprendre un peu le fil d'une anticipation, mais sans aller dans la même direction que Soun, où avec Thomas Ackaden, on s'était vraiment dit allons suffisamment loin pour qu'on puisse faire accepter l'idée que vraiment le monde s'est reconstruit autrement. Là, c'est rapidement cette date-là, en fait, elle m'allait parce qu'il y avait quelque chose de nouveau. Enfin, de toute façon, quand je commence un nouveau projet, comme plein de monde, j'ai pas envie que ça ressemble au précédent. Donc là, je me disais, bah, ça, pour le coup, c'est une forme de petit défi qui m'intéresse. Comment faire ressentir que 20 années ont passé ? Quoi proposer comme vision du futur qui soit quand même suffisamment familière pour qu'on voit les fils qui relient ce futur-là aujourd'hui. Tu fais aussi des petites références, j'allais dire amusantes. Le fond n'est pas amusant, mais des petits clins d'œil. Notamment, tu expliques qu'en 2030, après la crise du papier, la BD est devenue un luxe. Qu'en 2046, la BD, c'est vraiment devenu un truc de vieux. Donc, il y a des petits moments qui font sourire dans ce portrait de la Terre qui est, lui, beaucoup moins rigolo. C'est une série qui est prévue en 2 tomes. On a l'impression qu'en science-fiction, c'est souvent le cas. C'est-à-dire les auteurs ou les autrices font souvent des albums sur plusieurs tomes pour avoir le temps d'installer un univers. Moi, j'avais encore jamais fait ça. J'ai fait que des one-shots. J'ai commencé ce projet en pensant que ce serait de nouveau un livre avec un début et une fin. Mais quand même rapidement, quand j'ai arrêté de craindre de ne pas y arriver, que j'ai réussi à écrire, que j'ai réussi à trouver une direction qui me convenait, je me suis vite fait le constat que ce serait beaucoup trop gros, que ce serait beaucoup trop long, que ce serait beaucoup trop cher, beaucoup trop lourd, beaucoup trop tout. Et donc, comme ce que j'avais prévu, ce que j'avais en tête, permettait assez naturellement de couper le récit en 2, là encore, ça me faisait un autre ingrédient que j'avais pas testé. Alors, le troisième nouvel ingrédient que j'ai pas testé, c'était ce format un peu plus petit, mais peut-être que tu t'apprêtes à en parler. Non, mais c'est vrai, alors tu me fais la transition, mais c'est vrai que c'est un petit livre, pas format poche, mais presque au niveau de la hauteur, un petit peu plus large qu'un format poche. Pourquoi tu as choisi de faire ce format si petit, qui est plus un format presque qui se rapprocherait du manga, on pourrait dire? Ouais, bah en fait, les premières pages que j'ai faites quand je savais pas encore où j'allais, très rapidement, j'ai défini cette forme de page avec un gaufrier de seulement 6 cases. J'ai trouvé ce petit truc que j'avais encore jamais essayé d'avoir
une case sur deux un dessin, une case sur deux du texte seul, qui m'a tout de suite plu dans le rythme que ça amenait, dans le calme aussi que ça amenait aux pages, et qui me semblait plutôt pertinent quand on veut parler des pôles, je trouve en fait, ça amène de l'air, ça amène du silence, et mon dessin, il a parfois besoin de ça, parce que je peux avoir tendance à vouloir trop peupler en fait les cases, et donc ça amenait quelque chose qui me plaisait, et comme j'ai gardé le même format, mais à la limite le format sur une tablette, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça m'a vite semblé évident que avec ce gaufrier-là, à seulement 6 cases, on n'allait pas faire un grand livre. Ça n'aurait pas vraiment de sens. J'avais jamais travaillé sur un format si petit, enfin pas depuis vraiment très longtemps, depuis le tout début. Il y avait aussi un dernier ingrédient qui est un peu plus concret, qui est avec des pages qui font seulement 6 cases, ça me permettait, au moins dans ma tête, d'avancer un peu plus vite. Donc de raconter différemment, de prendre un peu plus son temps. Donc au final, je pense que ça équivaut sans doute à 150 pages d'un livre de mes formats précédents. Puisque quand je crois gagner du temps, en fait, j'en perds ailleurs. Donc en fait, c'est pas rentable comme calcul. Mais par ailleurs, comme le fait d'avoir des pages où parfois il y a uniquement du texte sans avoir de dessin, comme une voix off qui serait pas obligée d'avoir un dessin pour exister. Ce format-là, ça me permettait aussi de lorgner du côté du roman. Ça me semblait intéressant et un peu nouveau. Et à ça vient se greffer le fait que j'ai vu les bouquins de Giacomo Nani, comme L'Acte de Dieu notamment, qui est un tout petit format cartonné. Et je suis tombé vraiment raide de ce que ça amenait, quoi, et de l'objet. Préciser aussi, il y a vraiment plein de thèmes dans ce livre, une critique des médias. Donc, tu parlais déjà dans Joker, un de tes premiers livres. Je te questionnais sur la science-fiction tout à l'heure et son côté presque sociétal, sériel, comme ça. Tu avais co-scénarisé, on en a dit un mot, et dessiné l'album Soon en 2019, qui racontait un futur, là encore, bouleversé par le dérèglement climatique et par les épidémies. Alors, on t'a peut-être déjà posé la question, mais quand tu as vu ensuite l'épidémie de Covid qui a déferlé avec tout ce qu'on a vécu les uns et les autres, je pense qu'on va te dire comment vous aviez su à l'époque. Je sais que les auteurs de science-fiction disent souvent on sait rien, c'est juste qu'on sent tellement la société en écoutant les infos qu'on sent que ce genre de choses va arriver. Mais comment tu avais vécu toute cette période et de se dire voilà, c'est un peu ce qu'on avait raconté dans notre livre. C'était un peu bizarre parce que effectivement le Covid est arrivé 3 mois après la sortie du livre. On n'a évidemment pas inventé cette potentialité d'un virus et d'une épidémie. En fait, ça faisait partie des options au même titre que d'autres au moment de l'écriture. C'était déjà bien exploré, il y avait des couvertures de magazines, on avait vu je crois que c'était une couverture de Time qui disait le prochain grand danger pour le monde entier, c'est la propagation d'un virus, la mondialisation, les avions font que, en gros, aucun pays n'est à l'abri. Mais avec Thomas, du coup, on était en plein confinement et chacun de son côté, et en fait, on s'envoyait les messages qu'on recevait de lecteurs, de lectrices qui disaient c'est pas drôle votre truc en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, et ça nous a fait quand même un peu blêmir quoi. À plusieurs reprises, même si évidemment quand en écrivant de l'anticipation, là c'était pas du tout joyeux comme prise de conscience, mais il y a quand même un tout petit truc où on se dit on n'est pas tombé trop à côté de la plaque, ça va. Mais passer cette micro satisfaction, c'est vrai que c'était super étrange et encore plus je pense pour moi, parce que pendant le confinement, moi j'avais tout préparé, donc j'étais en train de dessiner les pages de UOS, qui pour le coup est principalement un livre de dessin qui montre énormément de villes détruites, désertées, avec au mieux un personnage. Et en fait, quand j'arrêtais de travailler, je regardais les sites d'infos et je voyais les mêmes images. En fait, je voyais New York vide, Tokyo vide. C'était vertigineux un peu. Et tu parles du ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y avait la question de la mémoire avec ce gardien de déchets radioactifs et de comment les générations futures comprendront ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, où sont ces déchets. Enfin, donc déjà, ça reboucle un peu avec Inland 6, mais il y a cette question de la mémoire qui t'intéressait dans ce livre. Ouais, qui m'a toujours intéressé de toute façon. Mais je me suis fait la réflexion aussi que c'est pas la première fois que je joue avec des répétitions de visages. Dans iOS, il y a cette salle à un moment avec des gigantesques visages surdimensionnés. Et en dessinant les pages d'Inland 6, où on voit toutes ces affiches de gens qui sont portés disparus, où j'avais fait ce choix sans forcément me dire « Ah, super, je fais une autoréférence », mais vraiment en me disant « Ah, c'est fort si on voit les visages ». Et bon, au bout de 3 jours, je me suis dit « Ah bah oui, c'est oui ». C'est pas la première fois que je me dis ça. Tu parlais des gens qui t'écrivent
pendant la crise du Covid et c'était un peu flippant, mais c'est une question que je pose souvent aux auteurs de BD de science-fiction, mais comment on vit au quotidien avec des thématiques aussi lourdes? Alors toi, tu fais un peu d'illustration jeunesse, il y a eu ce livre Capital Idéologie, tu t'en sors un peu des fois, mais quand on est dans ces livres où le futur est quand même très très sombre, comment on vit au quotidien quand chaque matin on doit se plonger dans sa planche, sur sa tablette et raconter ça, quoi? Moi, je fais quand même vraiment attention à ce qui n'est pas que ça dans mes livres, pour le coup. Quand on a fait Soon, en fait, on a vraiment vendu le projet à Pauline Mermet de chez Dargaud en lui disant c'est de l'anticipation, mais c'est pas un futur noir. Voilà, ça s'est un petit peu grisé quand même à mesure que l'écriture avançait, mais malgré tout, il y avait cette volonté que moi j'ai encore là dans Inland 6 de pas proposer un horizon qui soit uniquement bouché. Je vois bien que il y a des lecteurs, il y a des gens qui partagent cette forme d'attirance que je peux avoir aussi d'une certaine façon pour une esthétique du désastre, en fait. Enfin, il y a quelque chose forcément de fascinant, de sidérant, mais j'essaye vraiment d'aller au-delà, et c'est ce qui fait que j'arrive à aller au bout de mes livres, en fait, parce que effectivement, sinon, ce serait pas possible. Alors, on parlait de Capital Idéologie, je lisais les derniers chiffres, 150 000 exemplaires vendus, je crois, peut-être même plus maintenant, c'est ce qu'on appelle un gros succès en bande dessinée. Ouais. Comment tu avais été convaincu de te lancer? Alors, tu avais déjà fait des enquêtes autour de l'économie, mais comment t'as convaincu de te lancer dans ce livre-là, est très différent de ce que tu peux faire d'habitude en livre, j'entends. La première chose, c'est que c'est la revue dessinée qui s'en occupait. Donc, c'était la garantie que l'environnement éditorial pour ce projet-là serait connu. Par ailleurs, Claire Allais, qui a été castée avant moi sur ce truc, on comprend tout de suite quand elle parle de Thomas Piketty et de ses livres qu'elle sait où elle est. Parce que c'est une adaptation du livre de Thomas Piketty. C'est une adaptation, précisé, mais... Tout à fait, d'un livre qui fait 1200 pages. Pour le coup, je me serais pas lancé seul dans l'adaptation de ce livre. Je m'en serais vraiment pas du tout senti capable, mais elle avait les choses en main, elle avait déjà écrit sur lui, elle a été journaliste économique, maintenant elle est principalement autrice, mais ça faisait quand même pas mal de gages d'un projet qui, moi, risquait pas du coup de me mettre en difficulté, parce que ce type de narration-là, comme tu disais, je l'ai déjà bien arpenté quand même pour la revue dessinée, un peu pour Topo ou pour 21. Je sais ce qui fonctionne, je sais suffisamment pour avoir eu aussi envie de m'en écarter un petit peu, en fait, pour pas m'enfermer dans des fonctionnements que j'arrive plus à renouveler. Mais ces trois ingrédients, la revue, ce type de fonctionnement et Claire, ça semblait faisable. Malgré tout, j'ai un peu hésité, justement parce que j'avais peur que ce soit un peu long. J'avais peur de retarder encore le moment de refaire un truc à moi. Après, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, unanimement, les gens, et notamment ma compagne, en fait, m'ont dit « mais tu ne vas pas refuser cette chose, c'est totalement hors de question, en fait ». Voilà, donc en fait, je me suis laissé convaincre sans trop rechigner non plus, et j'ai bien fait. C'est un projet qui, au-delà de ce succès au Seuil, donc le Seuil, c'est le co-éditeur avec la revue dessinée, ils étaient convaincus dès le début que ce serait ça qui se passerait. Avec Claire, on était un tout petit peu plus attentiste quand même, quoi. Mais dès le début, on a vu rien que dans les chiffres envisagés pour le premier tirage, que c'était pas du tout un livre normal, en fait. C'était tout de suite une très grosse machine. Mais Thomas Piketty a cette espèce de force c'est une rockstar de l'économie, en fait. On l'a vu à toutes les étapes, on l'a vu. C'est pas du tout un projet comme les autres, en fait. Et, le livre était même pas imprimé, il y avait déjà 10 propositions de traduction. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça et je crains de jamais revoir ça. Comme quoi, faut toujours écouter sa compagne. Ouais, c'est ça. Si on revient un peu en arrière, tu es diplômé de l'atelier d'illustration des arts décoratifs de Strasbourg. Ouais. Depuis toujours, tu voulais faire de la BD ? Depuis toujours, je voulais faire de la BD, mais en fait, on m'a quand même beaucoup répété, comme à tous les gens, j'allais dire de ma génération, mais peut-être pas que la bande dessinée, c'était pas un métier. Moi, j'ai un oncle qui est graphiste, qui est un bon dessinateur, qui était vraiment notre idole avec mes frères quand on était petits. On voulait dessiner comme lui. Et comme j'étais un gentil garçon, j'ai accepté l'idée que la BD, ce soit pas un métier. Et j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai été graphiste un peu pendant 2 ans. Mais la réalité, c'est que j'ai beaucoup dit que je voulais faire de la bande dessinée, mais qu'en fait, j'en ai fait que très tard. Même quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, tout le temps, en fait.
mais réellement de la bande dessinée. En fait, je savais pas le faire et c'était comme ça aurait tout à fait pu rester comme on dit, je vais être cosmonaute ou je vais être basketteur, quoi. Et le fait est que le dessin m'a suffisamment tenu, en fait, pour que, comme j'étais pas très heureux comme graphiste, j'étais pas très bon comme graphiste, mais par contre j'avais toujours envie de dessiner et quand j'ai appris l'existence de cette école des arts déco, je me suis vraiment dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et comment tu te tournes vers la science-fiction? Parce que ton premier livre, c'est un polar, c'est L'Artigue et Prévert, si je ne dis pas de bêtises, en 2013, qui fait d'ailleurs un prix polar à Angoulême. Donc c'est très différent, j'imagine, de faire un polar et de la SF. Donc comment tu fais ensuite cette transition vers la SF? C'est vraiment une histoire de moment, une histoire de... En fait, L'Artigue et Prévert, comme Joker, qui est sorti 2 ans plus tard, c'est des polars, mais presque par accident, parce que je suis pas trop un lecteur de genre, en fait. Moi, c'est pas vraiment ma culture. Il y a des ingrédients dans le polar qui m'ont amusé pendant ces années-là et qui m'ont aidé vraiment à trouver ce que je voulais raconter et qui ont été un bon prétexte pour avancer et faire avancer mon travail. Et en fait, la science-fiction, je vais pas dire que c'est par accident, mais moi j'ai été fasciné par les récits de conquête spatiale des années 60, en fait, et j'allais dire presque naturellement. Enfin, cette attirance-là, plus tout un tas de nouvelles notions pour moi à l'époque, là on parle de 2015-2016, ce que Thomas Cadenne appelait à l'époque le syndrome nantais. Il y avait tout un groupe de gens, dont Gwen de Bonneval, pour ne pas le citer, qui ont pris conscience avant les autres, qui avaient quand même un souci, quoi, avec le climat, avec la façon dont les sociétés consomment, avec cette idée que le monde est sans limite. Et en fait, c'est venu se cogner ces deux centres d'intérêt de ce moment-là pour donner finalement quelque chose qui, moi j'ai l'impression que c'est plus de l'anticipation que de la SF, mais bon, ça va un peu dans l'espace, donc. Et donc on encourage nos auditrices et nos auditeurs à découvrir sur Inland 6. Tu parlais de Pauline Mermet, juste une petite parenthèse, mais c'est l'un des premiers livres publiés dans une nouvelle collection chez Dargaud qui s'appelle Charivari. C'est un livre d'Aude Picot qui vient de sortir, enfin voilà, donc c'est une collection qu'on va suivre avec plaisir. Attention, c'est un label. Un label, pardon, oui c'est vrai. Les éditeurs sont très attentifs à ce genre de mots. C'est un label, Charivari. C'est le moment, Benjamin Adam, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La première BD que tu as lue? Léonard le génie. Je m'en rappelle que... pour moi, c'est une seule et même planche répétée à l'infini. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Allez, Ici de Richard McGuire. Ça me fait plaisir que tu le cites, parce que je suis d'accord avec toi et je crois qu'on ne l'a pas encore cité dans les réponses. Il est tellement génial ce livre. Quelle est la plus belle case de bande dessinée? Là, je vais emprunter une réponse à Blutch, qui avait redessiné dans son... Je sais plus comment ça s'appelait, ce bouquin de reprise de dessins de bande dessinée belge, où il redessinait Astérix, je crois, qui coupe une pomme dans un bateau, dans la Grande Traversée. Et en fait, en voyant son dessin, je me suis rappelé exactement de la case. Quel est ton personnage de BD préféré? C'est trop dur. En fait, moi, je fais partie de ces X générations qui ont grandi avec Astérix et Obélix, donc pour moi, les personnages de BD, c'est eux, à la base. Et ça a plus... Si je peux me singulariser de cette espèce de culture globale qui est toujours pas finie, hein, le fils de ma copine lit Astérix assidûment, c'est plutôt les premières bandes dessinées que j'ai lues, donc quand j'étais étudiant aux Arts Déco, où je voyais pour la première fois des personnages qui étaient vraiment des personnages. Voilà, qui avaient plus d'épaisseur. Et là, je pense, comme je le cite toujours, à Frédéric Peters, quoi. Moi, je pense à Pilule Bleue, où là, on est sans doute dans de l'autofiction, et il y a une épaisseur qui est quand même un petit peu plus importante que pour Astérix. Quel est ton super-héros préféré? J'aime bien Spider-Man. J'ai découvert ça tardivement, moi, j'avais pas cette culture-là, j'ai vraiment vu ça quand j'avais 30 ans, quoi. Le premier Spider-Man, donc c'est vraiment les dernières séries. Et je pense qu'il y avait... sans doute une forme de... Je me suis sans doute tout le temps dit que c'était pas pour moi, que c'était un peu nul, et j'ai été vraiment très surpris de voir qu'en fait c'était super. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine en musique et je dessine même très souvent en radio.
Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Si c'est moi qui choisis, oui. Parce que j'aime le noir et blanc, parce que j'ai complètement fait mienne cette idée que si un dessin fonctionne en noir et blanc, il n'a pas besoin de couleur. Et puis évidemment, il y a une force au noir et blanc qui est que quand le dessin est terminé, la page est terminée, quoi. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de bande dessinée que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Quand même, vous connaissez tout le monde. Non. Bon, il y a une des vraies lectures réussies de cette année, mais bon, elle est maintenant connue, quoi. C'est Juliette Mancini. Voilà, avec son livre qui s'appelle Au poil ou Le poil, qui est super réussi, qui pourrait être une BD didactique un peu chiante, mais qui est en fait super vivante. C'est toute son écriture, autant graphique que narrative, qui se renouvelle tout le temps, qui passe d'un registre à l'autre, qui rend ça vraiment réussi, varié, drôle et efficace. Donc, Eh ben merci Benjamin Adam. Merci aussi d'avoir joué le jeu. Je rappelle donc le dernier livre sorti, Inland 6 chez Dargaud Charivari. Et puis j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir découvrir tes planches et les autres, puis il y en a plus de 300 dans l'exposition Plus loin la nouvelle science-fiction qui est en ce moment au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Merci à toi. Merci Mathieu. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.